Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble l'activité sur les rappels en chimie que vous aviez à faire. Donc on se lance. Des cylindres de glace de formule chimique H2O, donc H2O c'est la formule chimique de l'eau, appelés carottes, sont prélevés dans les régions polaires et dans les glaciers des montagnes. Ils contiennent des renseignements précieux sur l'étude du climat. L'élément oxygène, O, se trouve notamment sous la forme de 3 atomes stables nommés oxygène 16, oxygène 17 et oxygène 18. À partir de la proportion d'oxygène 18 par rapport à l'oxygène 16 dans la glace, les chercheurs déterminent la température de l'atmosphère au moment de la formation de la glace. Donc à votre disposition, vous avez un document. Le premier document 1, c'est le modèle de l'atome d'oxygène, avec des numéros 1, 2, 3, 4 qui indiquent différents éléments de cet atome. Dans le document 2, c'est les différentes fiches d'identité des atomes d'oxygène stable. Donc on a l'oxygène 16, 17 et 18, avec pour chacun des oxygènes le numéro atomique, donc c'est le nombre de protons, Z, le nombre d'électrons, le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, c'est l'addition du nombre de protons et du nombre de neutrons. D'accord? Et on a la masse de l'atome, et pour finir l'abondance, c'est-à-dire sa présence dans l'atmosphère. Et la même chose pour l'oxygène 17 et l'oxygène 18. Donc on peut remarquer que ce qui les différencie tous les trois, c'est leur nombre de nucléons. D'accord? Donc forcément, si le nombre de nucléons est différent, mais que le nombre de numéros atomiques est le même, c'est-à-dire que ce qui les différencie, c'est le nombre de neutrons qu'il y a entre les trois. Également, la masse de l'atome est différente. Et pour finir, l'abondance n'est pas la même. Partie 1. Légender le document 1 en affectant à chaque numéro un nom parmi les propositions suivantes. Noyau, électron, proton, neutron. Donc ici, vous avez le schéma avec les différents numéros. Donc on commence avec le numéro 1, ce qui indique les petits points tout autour. Donc les points autour, ce sont les électrons. Ensuite, le petit 2, c'est ce qui est au milieu et chargé positivement. Donc c'est ce qu'on appelle le proton. Vous pensez à P, P comme positif, donc proton. D'accord? Ensuite, le numéro 3, qui indique un autre élément au centre, qui lui n'est pas chargé. D'accord? Donc, ce qui n'est pas chargé, c'est neutre. Donc on pense à neutre, neutron. D'accord? Et pour finir, la proposition 4, l'élément numéro 4, c'est le tout, l'ensemble, c'est-à-dire les protons plus les neutrons, les protons plus les neutrons. Et donc tout ça, ça forme ce qu'on appelle le noyau. Question 5. Quel est le nombre de protons présents dans chacun des trois... Ah, il y a une faute de frappe. Dans chacun des trois atomes, il manque un A, d'oxygène. Donc, le nombre de protons, comme je l'ai dit, c'est associé au numéro atomique. Donc là, dans les trois, on a le même nombre de protons, donc 8. D'accord? On fait une belle phrase pour la compétence communiquée. Le nombre de protons présents dans chacun des trois atomes est, on va préciser, d'oxygène est de 8 points. Document 3. Donc dans ce document, on vous donne le graphique de l'évolution du pourcentage en volume de CO2 dans l'air au cours des années. Donc au cours des années, on voit le pourcentage de CO2 qui est contenu dans l'air. On voit qu'il augmente au fil des années.
L'analyse des bulles d'air piégées dans la glace permet de déterminer la quantité de dioxyde de carbone CO2 contenu dans l'atmosphère du passé. Partie 2. Question 1. En utilisant le graphique du document 3, indiquez le pourcentage en volume de dioxyde de carbone présent dans l'air en 1910. Donc là, c'est tout simplement une étude graphique. Et donc savoir repérer un antécédent ou une image à partir d'un graphique. Donc là, on cherche l'année, donc 1910. Et on en déduit le pourcentage de CO2 dans l'air à ce moment-là, qui est égal à 0,03%. Le pourcentage de CO2 dans l'air à ce moment est de 0,030%. Toujours une phrase, hein, c'est important parce que vous avez une compétence qui est associée, la compétence communiquer. Donc, question numéro 2. En quelle année ce pourcentage a-t-il atteint 0,037%? Donc là, c'est le contraire. Là, on est parti de l'antécédent pour déterminer l'image. Maintenant, on va aller de l'image pour déterminer l'antécédent qui est associé. Donc 0,037, c'est entre 0,036 et 0,038. Donc on prolonge et on arrive là, à peu près, et on descend. Et on est en 2000. En 2000, le pourcentage de CO2 dans l'air a atteint 0,037%. Point. Question 3. Comparez en citant des données du graphe l'évolution du pourcentage de CO2 en volume dans l'air entre 1810 et 1950, puis entre 1950 et 2010. Donc on commence. Entre 1810 et 1950, 2 points. Comment évolue le pourcentage en CO2? Donc d'ici à ici, comment il évolue? Eh ben, le pourcentage augmente et il augmente de 0,028% environ, bon un peu plus, jusqu'à atteindre en 1950 0,031%. Donc, augmentation de 0,028% environ jusqu'à 0,031%. Voilà, en 1950. C'est bien ça. Ensuite, de 1950 à 2010, donc entre 1950 et 2010, 2 points, il y a encore une augmentation. Cette fois, elle est beaucoup plus importante. Donc, augmentation, on pourrait même dire forte augmentation de 0,031% à on avance jusqu'en 2010 à 0,039%. 0,039%. Point. Si on veut être encore plus précis, hop, j'agrandis ça. On peut même comparer l'évolution en pourcentage. Donc,
entre 1810 et 1950, on a eu une augmentation du pourcentage de 0,003%. Et entre 1950 et 2010, on a eu une augmentation du pourcentage de 0,008%. Donc on voit qu'il y a une bien plus grande augmentation entre 1950 et 2010. Pour finir, quelle valeur pourrait atteindre ce pourcentage en 2020? Décrire et critiquer la méthode utilisée. Donc là, ce que j'attends de vous, c'était de mobiliser des connaissances mathématiques pour résoudre ce problème. Donc, on essaye de savoir en 2020 de combien sera ce pourcentage en CO2. Pour ce faire, on observe ce graphique et on voit qu'ici, si on commence à 1970, on voit que le graphique, on voit que la courbe augmente, mais dans une forme de droite. Donc on pourrait modéliser cette augmentation par une droite. Donc ici, prolonger cette droite. Et lorsqu'on prolonge cette droite, on se retrouve ici. Donc on se retrouve en 2020 avec un pourcentage en CO2 égal à 0,041%. D'accord? Donc voilà la méthode utilisée. En 2020, le pourcentage en CO2 pourrait être de 0,041%. Là, on a émis notre réponse par rapport à cette méthode. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la critiquer, cette méthode. D'accord? Donc on l'a décrit dans un premier temps, celle de prolonger sous forme de droite la courbe. Maintenant, il faut critiquer. Donc, à votre avis, est-ce que cette méthode est vraiment juste ou est toujours juste? Non, pas forcément, parce qu'on ne sait pas comment peut évoluer le pourcentage en CO2 avec le temps. Ça se trouve en 2020, on peut émettre cette hypothèse. En 2020, on peut avoir une très forte augmentation des émissions de CO2. Donc avoir un pourcentage en CO2 qui va être qui va encore plus monter que nos prévisions, d'accord? Donc ça pourrait être la critique de notre méthode. Cette méthode n'est pas absolument juste puisqu'elle ne prend pas en compte les aléas du monde ou les aléas de notre société. Voilà. Il peut aussi y avoir le contraire, hein. C'est-à-dire qu'en 2020, si je prends l'exemple de la crise du coronavirus, il y a eu une très faible émission de CO2 par rapport à
à ce qui se passait un peu avant. Et donc, on peut s'attendre en 2020 à un pourcentage qui ne dépasserait pas 0,040%. D'accord? On peut vraiment aller dans les deux cas. Soit une très forte augmentation du pourcentage, soit une très faible augmentation. D'accord? Voire pas d'augmentation même. Voilà pour cette activité.